Ce film est dédié à la mémoire de tous ces déportés et transportés qui n'ont jamais revu leur patrie. Vous qui regardez ce film, ayez une pensée pour leurs descendants qui vivent encore à 22 000 km d'Algérie. Pour bannir l'oubli, envoyez-leur une carte postale d'Algérie. Ils ont lutté pour leur terre. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix. Un message qui nous vient de passer. Pour l'éternité. Ce sont des gens fiers. Des gens qui ont de l'ambition. Donc, un peuple qui doit réussir. Ma rage, je ne la renierai jamais. Mon sang, ça coule dans mes veines du sang arabe. Et j'en suis fière. La France, elle nous a utilisés pour coloniser. Nous, on valait rien ici. On n'était rien, on était des bagnards, nous. On ne valait rien. On était propriété de l'administration pénitentiaire. Nos grands-parents ont souffert aussi. Ils ont beaucoup souffert et puis que nous sommes aussi là, nous aussi peut-être, on a souffert aussi, mais pas autant qu'eux, quoi. On est une race qu'on existe, l'arabe. Et deuxièmement, les Algériens, malgré ce qu'ils veulent dire, on est quand même toujours là. Voilà. C'est le rêve. C'est le rêve. Le rêve que nous avons tous les deux, c'est d'avoir un enseignant, un Algérien qui vient ici avec sa femme enseignante et qui apprenne à ces jeunes leur langue, leurs coutumes et l'avenir pour eux. Et l'avenir sera sûr, Inch'Allah. On a ici une profonde fierté qui se construit au jour le jour de ce qu'a pu être l'histoire de nos vieux. Les Kanaks ils disent de nos vieux, et c'est vrai que c'est exactement ça. Des gens qui ont construit nos racines. Quand je vais dans un pays où à 5 h du matin, de ma chambre d'hôtel, j'entends le premier appel à la prière, cet appel à la prière musulman me renvoie immédiatement à mon arrière-grand-père. Et je lève la tête de mon lit et je dis « Bonjour grand-père ». Ouais, on est là, on se parle. On a un lien entre un passé, plus ou moins lointain, plus ou moins loin géographiquement, et puis un futur qui finalement se traduit en Nouvelle-Calédonie par une petite fille blanche qui est élevée par une grand-mère kanak, tout en portant un nom transformé kabyle. Je vous présente Tessani, petite transformation de Tassadi.
Sadiq Taouti, militant du mouvement national, docteur en sociologie, ses différentes expéditions à travers le monde, enfant l'Ibn Battuta de notre temps. Aujourd'hui, il s'en souvient. C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Brésil. Uniquement dans cette région. Il a j'ai l'île de la Réunion, Madagascar, Fidji, Sri Lanka et le Japon. Sa maison est dédiée aux souvenirs, un véritable musée où chaque objet nous dévoile un voyage, nous parle d'une mission, nous révèle une cause. Photos, titres, distinctions honorifiques jalonnent la vie de l'infatigable voyageur. Notre chercheur nous raconte son histoire avec les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. الحقيقة كان عندي منصب في جدة في البنك الإسلامي للتنمية، وكنت متكلف بمساعدة الأقليات المسلمة في العالم، ولكن هذه كان يسبقها شيء آخر. قبل ما نشوف كاليدونيا كان السبب هو المشاكل اللي وقعت في كمبوديا في عهد بول بوت. يوم من الأيام جاي في مكتبي 2 أشخاص، واحد درس في الأزهر والثاني درس فرنساوية، وهما كلهم كمبوديين، وحكاوا لي قصتهم. درت عليه أنا كلام كثير وشفت ناس ورحت نزور في المناطق نتاعهم. يعني المنطقة هذيك كوالالمبور، كي رحت لكوالالمبور وانا نتبع في قضية الكمبوديين، يجاوبني واحد الصديق كنت عرفته قبل، هو أصله من أستراليا، مسلم، يقول لي أنت جزائري وراجل تشوف قضية الكمبوديين وأنت عندكم جزائريين في كاليدونيا الجديدة من سنين عدد، ما لا يعرفوا لا دين ولا ملة ولا حتى شيء إلى آخره في حاله، هم اللي محتاجين ممكن. هذه كانت المعلومات الأولى. يوم من الأيام جاتني دعوة للحضور في واحد في أستراليا باش نعمل محاضرة على المسلمين في فيتنام وكمبوديا واش وقع لهم. هنا طلبت من رئيس البنك باللي نكون في أستراليا، المسافة قريبة يعني الكاليدونيا، اللي كان ما عندي اتصال، عملت اتصال معهم ولكني بالكتابة بس. حينما طلبت منه قال ما فيش مانع. Octobre 1984, Sadiq Taouti effectua son premier voyage en Nouvelle-Calédonie. كي حصلت المطار طنطوطة، هذاك المطار وجدت فيه شعب كبير بلاك 30 سيارة، ودخلنا البلاد. قبل ما خاصني نشوف المجتمع الجزائريين وراهم. الجزائريين معظمهم يعني أعظمهم يسكنوا في مدينة يسموها بوراي 160 كيلومتر من العاصمة. أما لا، غدوة الصباح إن شاء الله نروح لبوراي. حين وصلت المقر نتاع وين نتقابلوا هي المقبرة. المقبرة بينها وفيها علامة وفيها المقابر هذيك، ولكن صبحة حاجاتهم اللي تجمعهم يتجمعوا في المواسم في المقبرة، لأن فيها قاعة كبيرة، فيها وين يطبخوا ويطيبوا، في من هذا، فين الميت كذلك يدوه له بالديبات ثم إلى آخره، يبدو الطالب اللي يقرأ عليه.
رحنا ثم وبوفناش هذا عبد القادر ذبح لنا فرد وكل الناس كلات ثم. Notre chercheur tisse des relations avec Kader Boufnesh et Taïb Haïfa, dit le calife. Taïb Haïfa, le maire de Bouraï. Taouti se souvient de leur première rencontre. وفراح بيا ياسر قال كل حال احنا عرب ولكني منين؟ ماناش عارفين منين. قلت له كيفاش ما تعرفش منين؟ مسيو جان بيير قال لي انا مانيش جان بيير. يقولوا لي جان بيير ولكن انا اسمي طيب عيفة. هنا سالته قلت له كيفاش انت يعني انت رئيس البلديه وما عارفش الاصل منين؟ قال لي مانيش عارف منين. قلت له هذه سهله، ملي انت رئيس البلديه شوف عقد الزواج نتاع والديك وها عنواني ابعثوا لي وانا نقول لك انت منين. وكان يقول لي باللي يماه روميه ما تقبلش العرب وهذه. بعد 20 يوم وصلني l'acte de mariage. Le 20 octobre 1984, Taïb Haïfa écrit à Sedir Taouti. Je vous envoie une copie de l'acte de mariage de mes parents, ce qui vous permettra de connaître l'identité parfaite de mes parents, mais surtout de mon père. Sedir Taouti se mit à la recherche des origines de Taïb Haïfa. Al-Ulma. À l'époque, on l'appelait Saint-Arnaud, ce maréchal de France dont la population d'Al-Ulma se souvient encore. جنرال دو سانت ارنو هذا دار مدار في الثوره في نهار دخلوا علينا هنا. دار مدار دار لي زارتيماد حرق العباد قتل ما قتل دار مدار. Déterminé à retrouver les origines de Taïb Haïfa, Sedir Taouti commença ses recherches par la mairie de l'Ulma. D'un village à un autre, c'est au village de Gelta Zarga qu'il parvint au bout de sa quête. الحاج هذه الفاميلة تاع عيفة اللي تحوس عليها. لقينا اصلا منا من بلدية قلت زرقاء دوار من ريوت. هذه لاطاب ديسينال تاعهم يعني الشجرة اللي سجلتها فرنسا وجات لقاتهم لهنا سكان اهلي الاصليين تاع من الدوار هذا تاع من ريوت. هذه الرو عيفة هو الاسم تاعو العيفة باباه سعيد. C'est dans ce douar qu'habitait Saïd Haïfa dans les années 1890. Il vivait de cette terre avant sa déportation. وهذا عيفة هذايا واش يجيك؟ خال بوي ودار وحده. ها دار وحده خال بوي ودار وحده. ايوا وبويو كي راح منا كيفاش راح؟ بوي عيفة فاتوا فرنسا. فاتوا فرنسا وعوف. Donc moi, je suis Haïfa, alors Haïfa, l'Haïfa Ben Taïb. Non, c'est ça. Haïfa Ben Saïd Ben Taïb Ben l'Haïfa. En plus de son arbre généalogique, il découvre qu'il possède encore des terres à Al-Ulma et il réagit. Il y a un sens profond de la terre, un sens de la vie à la terre. Dans une lettre adressée à Sedir Taouti, Haïfa écrit « La terre représente la vie et ne peut être dissociée de l'homme et de sa culture. Pour lui, elle a une autre valeur que la valeur marchande vue par le monde occidental. » Les échanges entre les deux hommes s'intensifient. Pour Taïb Haïfa, aussi, si cela vous est possible, ce serait de nous mettre en contact avec les autorités algériennes pour que l'on puisse un jour retrouver certaines de nos racines qui, pour la plupart des Arabes de Bouraï, viennent d'Algérie. Différentes démarches sont engagées pour faire venir ses descendants. J'ai écrit au Moudjahid.
Et au Moudjahid, j'ai demandé s'ils ne pouvaient pas nous en faire partir en Algérie, une commune et quelques autres. Comment j'avais l'adresse du Moudjahid, j'ai écrit. Dr Saouti s'occupe aussi. Et un beau jour, Jean-Pierre Haïfa s'amène, il me téléphone, il dit voilà, je viens de recevoir qu'on va partir en Algérie. Et le rêve devient réalité. Le 15 juin 1986, la délégation des descendants de déportés arrive en Algérie. Ils étaient 13, venus sillonner l'Algérie pendant 15 jours. Ces retrouvailles avec la terre de leurs ancêtres étaient un moment marquant dans leur vie. Ils ont vécu un conte de fées et ils le vivent encore. Ils confient leurs impressions aux journaux de l'époque. Tout le temps du voyage, j'ai pensé à mon père qui a toujours aimé revenir. Allah a voulu que ce soit moi, et je sais qu'il me suit, qu'il sait que je suis là, nous dit encore Madame Mistoura. Quand j'ai retrouvé l'Olma, l'endroit où était né mon père, regardant les arbres qu'il avait plantés dans sa jeunesse, alors là, il est vrai que sur la terre, propriété des Haïfa, là, j'ai eu un choc considérable. Je ne me voyais pas là, mais je sais que je serai venu un jour ou l'autre, nous affirme le jeune Ismaël. Taouti aussi avait un rêve, c'était de retourner à Bouraï, avec des projets pour l'association des descendants d'Algériens et des amis des Arabes. Et un deuxième voyage est organisé en juillet 1986. اتفقنا واش نعملوا اتفقنا باللي ندبروكم في مبلغ كذا قيمنا واش كم يتكلف المسجد هذا نتاع ثم يتكلف اخري وكيف تكلف المسجد المدرسه معه ومسكن هذا يا اخي كلها اتفقنا يعني واتفقنا عليه هذه يعني كان ايجابي ونضع عيفا وبوفناش يعني جماعه اللي مضاو وراه عندي دوكيومون اللي مضاو عليهم. Grâce à ces projets, Taouti figure aujourd'hui dans le mémorial calédonien qui rend hommage à son action envers sa communauté. Les descendants évoquent avec reconnaissance et fierté ces projets qui rallument la flamme de leurs origines et légitiment leur existence. On a réussi parce qu'on a fait une mosquée, on a un beau cimetière, et les gens commencent à se rappeler qu'on existe. Sdir Taouti écrit 2 livres dans lesquels il relate l'histoire d'une communauté exilée malgré elle. Une communauté envoyée vivante en enfer, aux antipodes. Il témoigne et décrit la douleur de ses descendants. 130 ans après, il nous replonge dans l'histoire d'une déportation. Une déportation et des gens qui sont de l'autre côté, en Nouvelle-Calédonie, qui restent notre chair, qui restent nos frères et nos sœurs, avec pratiquement une même organisation, sur les mêmes valeurs. Quand on a réussi à pérenniser des idées de cette manière-là, c'est que c'est extraordinaire. Pérenniser, c'est parler, remonter le temps, découvrir et faire parler les personnes, les lieux et les objets, et rendre justice. Ce sont les idées qu'a développé Sdir Taouti ces 15 dernières années. Aujourd'hui, il rêve d'un 3e voyage pour voir ses projets réalisés. واليوم إذا مشينا وزرنا يعني نوميا نشوفوا هذا المبنى الجميل إلى آخره. Ce fut le voyage pour la mémoire. Guidés par Sdir Taouti, nous partons vers la Nouvelle-Calédonie, l'autre bout du monde. À 22 000 km d'Algérie, pour un voyage qui a duré 22 heures. Il est 23 heures à Nouméa, soit un décalage horaire de 10 heures par rapport à Alger, où il est 8 heures du matin du jour précédent. Haïfa nous accueille avec un groupe de descendants d'Algériens qui arborent les couleurs nationales algériennes et nous offre les traditionnels coquillages en signe de bienvenue. Bon, il y a des copains là qui sont dehors. Allez, au revoir. Ah ça va.
Ils sont nombreux à nous attendre. Les retrouvailles de Taouti avec les anciens sont poignantes, chargées d'émotion et de joie. Cher ami, mon frère, comment tu vas? Toujours fidèle au poste. Toujours. Comment ça va? Tu vas bien? Et ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Moi aussi. Voilà, ça c'est le bureau de l'association, mon fils et mon fils de Voléo. Ah, très bien. Je t'ai écrivé ta racine. Mais laissons nos amis à leurs retrouvailles. Nous vous transportons pour découvrir l'histoire de cette île. Cette île de 19 000 km² a été découverte le 5 septembre 1774 par le capitaine James Cook, qui la baptisa Nouvelle-Calédonie, en raison des paysages ressemblant à la Calédonie, région d'Écosse, son pays natal. Loin dans ce Pacifique, l'image nostalgique est forte. Sur cette terre, si petite, perdue dans l'immense océan, l'infini prend tout son sens, malgré la beauté des paysages, le bleu du ciel, la couleur du lagon. Univers décrit par la déportée communarde Louise Michel en 1874. Tout ici déracine l'être de lui-même, le silence profond, la solitude, où la pensée frappe de ses ailes les sommets tourmentés des montagnes. Tout cela vous emporte loin, bien loin de votre existence. Venu de la Mélanésie, le premier peuplement de la Nouvelle-Calédonie s'installe, semble-t-il, sur l'île environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Quand Cook est arrivé ici, il est arrivé ici avec de la terre dans sa poche et de son bateau a jeté comme ça dans la mer du Pacifique, et tout d'un coup il y a un pays qui est sorti. Il est arrivé avec des hommes et des femmes ici. Bon. Mais l'histoire est telle, hein, l'histoire elle est comme ça, l'histoire a fait que d'autres sont venus ici. La prise de la Nouvelle-Calédonie a été décidée par l'empereur Napoléon III en 1853. Mais pourquoi la Nouvelle-Calédonie ? La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1854 avait plusieurs raisons. D'abord, son désir d'étendre son empire colonial, en lutte avec l'Angleterre d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'Australie est à 1000 milles de la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc lutte contre l'Angleterre, désir d'augmenter son empire colonial, mais aussi désir de créer, très loin de la métropole, un nouveau bagne, parce que celui de Cayenne avait des résultats au point de vue d'essai qui devenaient catastrophiques en raison du climat, etc. Michel Pierre, historien, chercheur qui a consacré 30 ans de sa vie à l'histoire du bagne, plus particulièrement la Guyane où les conditions de vie étaient inhumaines. Les taux de mortalité sont énormes. Il y a des épidémies, les forçats tombent comme des mouches avec la maladie, l'alimentation n'est pas excellente, il y a aussi des mauvais traitements. Donc on atteint des chiffres monstrueux, des chiffres de 26% par exemple, ou 25% de décès de l'effectif en 1856. Et à ce moment-là, on s'interroge à Paris, on se dit, on envoie des travailleurs forcés pour développer la colonie, s'ils meurent, c'est pas complètement non plus l'objectif, parce que ça finit par coûter cher aussi en transport, en installation et autres. Donc, on essaye de réfléchir à une autre destination que la Guyane, et on décide non plus d'envoyer les condamnés en Guyane, mais de les envoyer en Nouvelle-Calédonie. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel proche de l'Australie, qui est possession française à cette époque-là depuis une dizaine d'années, disons, et il y a la proximité à côté de l'Australie que les Anglais ont développée en y envoyant des forçats et des bagnards, et alors la France se dit, après tout ce que les Anglais ont fait en Australie, nous on peut peut-être le faire en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a l'idée
d'arrêter la route de Guyane et d'ouvrir celle de la Nouvelle-Calédonie qui va rester comme ça. La Guyane va rester fermée, la Nouvelle-Calédonie va être désormais la destination pendant un certain temps des condamnés, et en particulier pour la période qui nous intéresse, des années 1870, la Guyane n'existant plus comme destination, on envoie les gens en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, il y a un désavantage, si on peut dire, c'est que c'est quand même très loin, 5 mois de navigation. Ça a un avantage, c'est que c'est tellement loin que les condamnés ne risquent pas de revenir en France. Le décret du 2 septembre 1863 désigne la Nouvelle-Calédonie comme territoire où l'on peut créer des établissements pour l'exécution de la peine des travaux forcés. Le premier convoi arrive le 9 mai 1864 sur l'Iphigénie, une frégate avec à son bord 258 prisonniers. Ils sont accueillis par le gouverneur Guillain, qui voulait faire de la Nouvelle-Calédonie un test de colonisation morale. Louis-José Barbançon, éminent chercheur en histoire, qui a consacré tous ses travaux de recherche à la déportation et à la transportation, évoque le premier transporté algérien en Nouvelle-Calédonie.